Allez, c'est parti pour le décryptage de l'actualité par les professionnels des médias. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans ce plateau spécial qui va recevoir exclusivement des journalistes avec qui nous allons décortiquer deux principaux sujets. D'abord, la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, à Caen. Des mesures drastiques pour mettre fin à la criminalité de plus en plus grandissante. Qui doit donner cette impulsion? Est-ce le gouvernement central? Est-ce le gouvernement provincial? On en parle dans cette émission. On va aussi faire le point sur le dialogue politique en RDC. Est-ce une aubaine pour les acteurs politiques ou les politiciens, comme on aime bien les appeler, ou une opportunité offerte à tous les Congolais de pouvoir poser des problèmes ou chercher des solutions aux problèmes qui rongent le pays? On va essayer aussi de trouver des réponses à cette deuxième thématique. Trois journalistes sont avec moi sur ce plateau. D'abord à ma droite, Gaëtan Koubabourandi, il est de Télé 50, présentateur de l'émission Version Croisée, présentateur aussi du journal télévisé et du magazine Kinshasa Direct, l'un des meilleurs journalistes en tout cas que le Congo a actuellement. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup mon cher confrère. L'invitation est Hervé Thomas. Je dis bonjour également aux différents téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à toute l'équipe en régie. Dans ce plateau, il y a que des caméras robots, donc un peu comme Télé 50. Super perfectionné ici. Et je suis très heureux de pouvoir échanger sur ces deux questions, notamment sur la recrudescence de l'insécurité. Exactement. Et sur ce fameux dialogue. Très bien, Télé 50, les journaux des Télé 50, premier dans les sondages devant la RTNC, ça nous pousse un peu à voir un peu plus sur votre côté professionnalisme, votre manière de faire les choses. Qu'est-ce qui fait que Télé 50 puisse dépasser ou surpasser même la RTNC, qui travaille pourtant avec les moyens de l'État? On dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur. Nous sommes au 21e niveau ici de la nouvelle galerie présidentielle. Les mensonges peuvent prendre l'ascenseur. Il est arrivé très rapidement. Va prendre les escaliers et finira par arriver. Autrefois, nous avons été étiquetés comme une chaîne appartenant, je ne sais pas à quoi. C'était plutôt le professionnalisme qui poussait les gens à nous regarder hier. Et aujourd'hui, c'est encore cette neutralité, ce savoir-faire imprimé, inoculé en nous par le leadership de Jean-Marie Kassamba. Donc je ne peux que profiter de l'occasion pour remercier notre chef pour tout ce qu'il fait. Il ne ménage aucun effort pour pouvoir nous mettre dans les conditions qu'il faut, pour pouvoir nous redresser. Très bien. Pour pouvoir nous donner de quoi apprendre davantage. Merci beaucoup. Allez, le deuxième invité, lui, il n'est plus à présenter en tout cas. C'est la star actuellement des réseaux sociaux. L'un des meilleurs journalistes aussi, présentateur de l'émission très suivie Mongongo Yaba Imboka. Il présente son émission en lingala, mais pourtant il a une bonne expression française. Nononcourt, bienvenue. Bonjour Hervé Thomas, c'est un plaisir de partager un plateau avec vous. Perfect Arthur. La perfection dans la simplicité. Exactement. J'aime votre slogan du DG Peter Tchani, je le salue là où il nous suit. Voilà, nous sommes là pour... Comment vous allez, comment se porte comme Momani Télévision, où vous en êtes le patron? Vous avez décidé de faire cavalier solitaire avec votre petite équipe. Est-ce que c'est facile de s'en sortir dans un pays économiquement très pauvre où les gens vivent dans l'extrême précarité? Comment vous vous en sortez? Les miracles. Parce que s'il faut compter sur l'économie du pays, s'il faut compter sur comment les médias devraient fonctionner avec des subsides de l'État et aussi avec de la publicité, je vous dis, c'est déjà faucher la marche. Nous essayons de faire avec ce que nous pouvons, avec les moyens de bord. Sinon, comme c'est une passion, on a tout intérêt à pouvoir sauver la profession. C'est pour ça que nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que nous continuions à exister. Sinon, la disparition est déjà devant la porte. Tout est fait, tout est entretenu, tout est emménagé pour que nous puissions échouer. Très bien. Malheureusement ou heureusement pour nous, nous essayons de faire quelque chose de notre propre mieux pour exister. Quelqu'un me disait, vous avez un sourire qui est à la fois narquois, mais aussi sarcastique, contagieux. Voilà, peut-être c'est un don. Très bien, allez. Le tout dernier invité, mesdames et messieurs, lui c'est désormais un journaliste indépendant. Les dossiers de l'hôtel de ville, les dossiers de Kinshasa, les infrastructures, c'est vraiment son apanage. Fiston Oleko Kayomba.
Qu'est-ce qui vient avant? C'est Oleko ou Kayumba? C'est Kayumba qui vient. Ah, mais pourtant, on a l'habitude de vous appeler Oleko. Bon, vous voyez, les gens ont la facilité d'appeler Oleko parce qu'il faut observer l'histoire. Allumez votre micro. Nous avons. Merci beaucoup. Les gens ont beaucoup plus tendance à m'appeler Oleko parce que vous savez, dans l'histoire de notre pays, il y a eu un commissaire divisionnaire, commandant de la ville de Kinshasa, de la police, qui s'appelait le général Oleko. Donc, cette facilité-là, avec ces noms-là qui étaient célèbres, les gens préfèrent beaucoup plus m'appeler Oleko. Général Oleko, un monsieur robuste avec une petite voix. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation, Hervé et Thomas. C'était un grand plaisir de pouvoir partager ce beau plateau de Perfect Télévision avec mes confrères. Quand je vois déjà leurs premiers mots, leur introduction, je me dis que les vieux comme les Jean-Marie Kassamba, les vieux comme les Willy Kalengai, les vieux comme le... Qui encore, je peux citer Jérôme Sekana et que sais-je encore, ne me tenez pas rigueur, peuvent aller à la retraite parce que je pense que la relève est assurée. Il ne faut pas te créer des problèmes, attention. Il faut éviter des problèmes. Non, je ne dis pas dans un sens péjoratif parce qu'ils sont déjà... Ils ont déjà fait... Donc la relève est déjà assurée. Ils ont déjà plus de 30 ans de carrière. Merci S'ils beaucoup. veulent aller déjà à la retraite, moi je leur souhaite déjà d'aller Très bien. parce que la relève est assurée. Merci beaucoup, les Greg Tankoubabourandi. Vous ouvrez les débats. Recrudescence de l'insécurité ou de la criminalité à Kinshasa. En tout cas, il ne se passe plus un seul jour sans qu'on puisse en parler. Des braquages, des cas de tueries, des viols, des assassinats, meurtres. Et c'est dans des communes très bien précises. Vous prenez le cas de la commune de Séléoui, par exemple. Pratiquement tous les jours, il y a des cas de braquage. Ça se passe à travers toute la ville de Kinshasa, mais les autorités semblent faire la sourde oreille. À quand des mesures drastiques et qui doit donner l'impulsion? Est-ce que ça doit partir du gouvernement central ou on doit attendre que l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur puissent taper du poing sur la table pour siffler la fin de cette récréation? Merci beaucoup pour cette question. J'ai pas eu l'occasion de saluer mes confrères qui seront probablement les co-débatteurs. Fiston Oleko, que je connais bien, et Nononkuru, que je rencontre pour la première fois, mais que j'ai l'habitude de suivre. Et dont j'aime beaucoup les interventions et la façon de présenter, en tout cas. Et c'est un paradoxe souvent de savoir... La bonne ambiance. C'est bien lui. Mais c'est un bon locuteur du français. Exactement. C'est une forme de modestie de sa part. Alors, les faits sont têtus. À ne rien comprendre que il y a quelques mois seulement, on a lancé plusieurs opérations pour mettre un terme à l'insécurité. Panthère noire, Zéro Kuluna. Justement, il y a eu Zéro Kuluna. Avant le général Kilimbalimba, celui qui était avant, on a mis en place un mécanisme, on a déployé les grands moyens, parce qu'à l'époque, il y avait le phénomène de kidnapping aussi, qui reprenait de plus belle. Ça produit quelques effets, mais Kilimbalimba est venu, il a lancé aussi quelques opérations. L'actuel commissaire provincial, Israël Kant. jusque-là, c'est vrai que c'est quelqu'un de taiseux qui ne parle pas assez, soit parce que, politiquement parlant, on veut que le commissaire soit comme ça, soit c'est quelqu'un qui ne parle pas simplement. Donc, je pars de ce paradoxe-là. Comment expliquez-vous que nous savons qu'aux portes de Kinshasa, il y a une grande menace sécurité qui nous guette avec le Mobondo, mais que justement à Sélé, chaque jour, on kidnappe les jeunes, des étudiantes. Et ces conditionnés sont justement des kidnappings où on demande de l'argent aux citoyens. Les familles payent $2000, voire au-delà. Alors que nous avons une extrême pauvreté dans cette ville, une démographie énorme. Je me demande bien, c'est heureusement que vous avez lié les deux sujets, le dialogue ainsi que l'insécurité. Nos autorités sont maintenant noyées, submergées par la question de l'Est et du dialogue, tellement qu'ils ne savent même pas voir le problème devant leur porte, qui est sur le paillasson. Voyez-vous? Donc, il faut commencer par questionner d'abord cela, mais autre chose, sont les causes même de cette recrudescence. Quand j'y réfléchissais, je me dis, ce n'est pas les moyens qui manquent. Parce que l'actuel ministre de l'Intérieur, moi j'ai habité pendant quelques temps
sur l'avenue du commissariat de la police. Quand Kilimalim a été là, il avait l'habitude de barricader l'avenue, je ne sais pas pourquoi. Mais l'actuel commissaire, il a quand même redoré l'image du commissariat. C'est bien éclairé, ça c'est à saluer. Il a peut-être un leadership fort dans le management, mais dans les opérations de terrain, on va avoir le temps de nous le dira. Le ministre de l'Intérieur a doté la police de beaucoup de moyens de mobilité, de locomotion, justement. On sait aussi que ce n'est pas l'argent qui manque. On sait aussi qu'il intervient dans les provinces pour calmer les gouverneurs. Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué, il n'y a pas une injonction qui est donnée au commissaire, il n'y a pas un déploiement, il n'y a pas des patrouilles. Et surtout, il n'y a pas des armes dans les commissariats. Les commissariats ne sont pas, ou les policiers qui sont dans les sous-commissariats, à Célé par exemple, ils sont sous-armés, sous-occupés. C'est cela le paradoxe. La cause pour moi, c'est notamment l'impunité. Tous ces jeunes qu'on a fait sortir des prisons récemment, qu'est-ce qu'ils font? Tout est mélangé comme un cocktail pour que l'explosion soit grande. La pauvreté, la crise économique, l'impunité. Et maintenant, ce sont des réseaux bien structurés qui se créent et on profite des coins où il y a l'absence de l'autorité de l'État, où il y a la possibilité de se retrancher quelque part, parce que c'était au-dessus comme ça vers Mitendi, Delvaux, et maintenant ils ont changé des coins parce qu'ils ont trouvé une faiblesse de l'État. Donc il y a lieu maintenant... Et actuellement, il y a des braquages qui se font en plein jour, même au centre-ville. C'est ce qui et ça ne dérange personne. Moi, j'ai la chance d'habiter vers Gombe, je suis un peu épargné, loin de tout ça. Mais quand je vois, ce que je vois sur les réseaux sociaux, jamais un État n'accepte qu'on paye des rançons pour qu'on sorte une personne kidnappée. En France, ça ne se fait pas. On envoie sur terrain tous les services des renseignements. Nous, on a la DRG, les renseignements militaires, on a l'ANR, on a aussi le CNC qui apparemment est capable d'entrer dans mon téléphone. On a même peur de citer certains noms parce que le CNC, le Service national de cyberdéfense, a des moyens, je ne sais pas Pegasus, quel autre moyen technologique pour infiltrer le téléphone. Pourquoi on ne sait pas entrer, cibler ces gens-là à distance, à partir peut-être des vidéos, si réellement c'est un système puissant, parce que je ne pense pas que ces gens-là, ils sont comme des Béninois qui nous arnaquent à distance. Non, ils n'ont que des petits téléphones, des petites vidéos, ils prennent le numéro. On peut facilement retracer ces gens. On peut retracer les appels. Donc tout est fait, tout nous montre que nous sommes une nation qui est très bien, une nation merci beaucoup, qui est aux abois maintenant. Merci beaucoup, Nonankourou. Sous Moutamba, on a assisté à des procès où la justice avait mis la main sur certains éléments de la police qui donnaient des armes à ces criminels. Mais la grande question, comment pouvez-vous interpréter à ces jours ce silence observé par les autorités et comme Gaëtan le disait tantôt, qui semble être emporté par le dialogue, par le partage peut-être du pouvoir qui se profile à l'horizon. Bref, comment prendre de manière aussi sérieuse cette question? Hervé Thomas, laissez-moi d'abord m'acquitter de ces devoirs, saluer mes confrères, surtout Gaëtan, que j'apprécie aussi de loin. Je suis fan de vos éditions du journal. Le soir, quand je suis en famille, j'ai l'habitude de vous suivre avec une voix qui séduit. Donc, une très belle voix pour M. Fiston que je découvre. Voilà. Pour revenir à votre question, M. Thomas, vous savez, tout part avec l'organisation. Si vous regardez seulement notre police, aujourd'hui avec la loi sur la réforme de la police, on vous dira que nous avons maintenant une police de proximité, où vous avez une police qui est muée dans la population, mieux équipée, mieux dotée, qui peut agir en un temps T. Donc aussitôt que l'effet s'est produit, rapidement la police peut s'inviter et trouver la solution et essayer de maîtriser la situation. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons des populations qui devraient normalement être protégées par cette police, mais cette police sous-équipée, comme Gaëtan venait de le dire, on vient de leur doter des moyens de mobilité. Mais dites les véhicules qu'on a surnommés Kabassele. Les véhicules qui traquent plus l'accessibilité des les conducteurs de motos que les criminels. Oui, les milieux les plus exposés, ce sont les milieux reculés, par exemple. Si vous allez à Kissienso, quelle est l'accessibilité des avenues que Kabassele peut aller pour aller faire face à une situation qui se présente? Alors, l'État devrait normalement penser à équiper
sérieusement des sous-SIAT qui se trouvent à proximité de ces gens-là qui sont exposés. Alors, au niveau des sous-SIAT aussi, il y a un problème. Quel est le profil des policiers qu'on y trouve? Mais là, vous revenez au problème de recrutement. C'est pour ça que je parlais de l'organisation dès l'entame de mon propos. Parce que si vous êtes organisé, vous avez déjà l'idée de qui vous recrutez. Aujourd'hui, nous prenons qui veut, vient à la police, on le recrute. Tous les anciens Koulouna deviennent des policiers. Certains même disent, ok, moi j'ai subi telle ou telle pratique de la police. Moi-même, je vais devenir un policier. Une fois devenu policier, il va commencer à rendre des comptes aux gens. Est-ce que nous avons misé sur le recrutement? Est-ce que nous avons pensé que les gens, les personnes que nous voulons faire amener dans la police, ce sont des gens instruits, ce sont des gens formés, ce sont des gens équipés, ce sont des gens à même à faire face à toutes les velléités qui pouvaient se présenter? Aujourd'hui, si vous allez dans un poste de police le plus proche, une fois que vous êtes attaqué, vous allez pour aller chercher un secours, on vous dira... Je suis le seul à avoir surveillé des motos, comment laisser ici des véhicules. Je ne peux pas venir à votre secours, les autres ne sont pas là. Ou soit, ils ne sont pas équipés, on va appeler une intervention qui ne viendra pratiquement pas. Et demain, vous verrez les gens en train de continuer à pleurer. Et ça, l'État fait sourd d'oreille. Les autorités entendent, voient cela, mais ils ne prennent aucune mesure. Alors, devons-nous considérer que la population est abandonnée à son triste sort, ou devons-nous considérer que les autorités sont là, comme on dit, gouverner c'est prévoir? Ils devraient normalement anticiper ce genre de cas pour qu'on en réduise de plus en plus. Mais nous avons comme l'impression, comme vous l'avez intitulé, la recrudescence de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Moi, je pense qu'il ne faut même pas parler de la recrudescence, il faut parler plutôt de l'insécurité en permanence. Parce que nous continuons de vivre cette insécurité-là. Et ça, les autorités savent, mais malheureusement, ils ne prennent aucune mesure. Mais comment si vous évoquez les opérations ici, par exemple, l'opération Ndobo, l'opération Zéro Koulouna, toutes ces opérations... Beaucoup d'opérations. Faisons l'évaluation. Est-ce qu'on a même le temps pour ça? Et les Koulouna qu'on a arrêtés, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a amené à Kanyamaka CC et ceux qui sont restés après. Ceux-là qui ont été aussi libérés par Moutamba. Alors, faisons l'évaluation. C'est pour ça que l'évaluation est très importante pour savoir ce qu'on a fait de ce qu'on avait arrêté et c'est quoi l'idée de l'État en arrêtant ce Koulouna. Est-ce que l'opération Zéro Koulouna, c'était réellement pour en finir ou endiguer cette pratique ou ces phénomènes? Je ne pense pas. Malheureusement, l'État doit être mis devant ses responsabilités. Ici, j'en appelle à la vigilance de la population. Le souverain premier dont vous avez évoqué à la deuxième thématique devrait être beaucoup plus exigeant de ses autorités, leur demander beaucoup plus pour qu'ils savent que notre sécurité, en tout cas, ça devrait être la priorité parce que la mission de l'État, c'est entre autres protéger la population et de ses biens. Si nous ne sommes plus protégés, nous nous demandons sur l'importance de cette mission. Est-ce que l'État l'assume correctement ou il est voué à l'échec? Dans les universités, dans les écoles, il se passe plusieurs cas de kidnapping. Et pour être libéré, il faut payer 10 000 $, 5 000 $. On peut facilement retracer tous ces gens à travers les téléphonies, les entreprises de téléphonie mobile, à travers cette histoire qui traque les opposants actuellement à cyberdéfense, je crois. Mais comment, malgré tous ces dispositifs, on n'arrive pas à mettre la main sur ces criminels? Je ne le dirai pas mieux que Gaëtan parce qu'il a dit qu'en France, si les criminels demandent la rançon, l'État fait de son mieux pour démontrer l'organisation de l'État et l'existence de l'État. Mais l'unique fois que nous avons assisté au braquage d'une banque à Victoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens criaillaient, certains même tournaient à même les sols. On se posait la question, est-ce qu'ils sont formés ou c'était quoi? Or, c'était le spectacle où on devrait assister, avoir la capacité de notre organisation, de la police et de l'armée, que s'ils viennent en intervention, comment ils peuvent agir. Jusqu'à ce jour, on ne nous a jamais présenté les complices de cette dame. Pourtant, c'était une arme à plastique. On a mobilisé des bataillons pour aboutir à cela. Alors, vous comprenez que nous ne sommes pas sérieux. Et pour ça, je voulais dire quoi? S'ils demandent la rançon, c'est de bonne loi, ça se passe même sous d'autres cieux. Mais qu'est-ce que nous faisons pour empêcher que cette pratique continue? Est-ce que sommes-nous à mesure que quand ils demandent la rançon, nous entrons en contact avec ces familles pour savoir retracer, comme l'application, je ne sais même pas l'application en vogue, en présent dont notre service de cyberdéfense utilise. C'était d'ailleurs le cas de les tester, de voir comment nous pouvons retracer ces gens jusqu'à les remonter, à les traquer. On vit déjà dans la précarité, il faut aller chercher 5 000, 10 000 $. Ces familles dont on demande 1 000 $, 2 000 $, 3 000, 5 000 $. C'est des pauvres. Comment ils font déjà pour réunir ces moyens?
Comment ils font? Il faut aller chercher certains du vont même crédit chez les vendre cambistes. une parcelle, certains même vendre la maison dans laquelle ils se trouvent pour trouver cette somme-là, pour en faire donner aux criminels et pas pour sauver la vie de leurs enfants. Très bien. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait à ces moments-là? Et l'État est-il fier d'être appelé l'État? L'État est-il fier de se considérer comme celui qu'on a considéré comme les Léviathans, à qui on reconnaît le monopole de la violence? C'est lui qui doit nous protéger tous, à qui nous devons nous réfugier. Je pense que l'État, ici même la théorie de l'État est mise en évidence, et elle est même remise en cause, elle est remise en question. Il revient aux autorités de pouvoir revoir, de pouvoir voir dans quelle mesure du possible nous pouvons réfléchir d'abord sur l'organisation, nous pouvons réfléchir sur le comment faut-il doter la police, réformer réellement la police. Merci beaucoup. Leur permettre à même de faire face à cela et pour nous éviter que les familles pauvres puissent encore chercher des Merci beaucoup. qui n'ont pratiquement pas. Fiston Leko, il s'agit de la ville de Kinshasa et avoir le fonctionnement ou la manière de faire de l'hôtel de ville ou de la nouvelle ou des nouveaux animateurs de l'hôtel de ville actuellement, c'est des gens qui se comportent plus comme des gens qui n'ont que des droits à réclamer et qui n'ont jamais des devoirs. Il y a kidnapping, il y a insalubrité, bref, on ne va pas tout mêler, mais il y a un problème sérieux d'insécurité à Kinshasa. Au niveau de l'hôtel de ville, au niveau de l'exécutif provincial, que pensent les gouverneurs? Merci beaucoup Hervé Thomas. Je pense qu'au début de cette émission, vous m'avez présenté comme journaliste. Et il est difficile aujourd'hui, je ne sais pas par magie ou par bout de cristal, de savoir ce que pense réellement le gouverneur par rapport à la question de la sécurité ou de la question de l'organisation de la police. Écoutez, la question de la sécurité, c'est l'une des questions primordiales pour un État. Parmi les premières missions, on va dire, c'est la première mission de l'État, théoriquement c'est prouvé, c'est de sécuriser les populations. Et l'État congolais, si vous voyez même l'organisation de notre police, la première autorité, c'est le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, mais aussi de la police. Vous allez voir le ministère national de l'Intérieur, qui est aussi, qui vient après le chef de l'État. Donc, la question de l'organisation de la police, la question de la dotation ou des équipements de la police, ça relève justement de la politique générale du gouvernement central. Donc, à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il faut que nous nous posions des réelles questions. Nous sommes en République démocratique du Congo, ne nous perdons pas la face. Nous sommes un pays où la population vit avec un rapport qui venait de sortir d'ailleurs tout récemment, avec 6 000 francs par jour. Moins de 6 000 francs par jour. Donc aujourd'hui, aucun Congolais, environ des dollars. Aucun Quinois ne dépasse 6 000 francs pour vivre le jour. C'est ça notre réalité. Vous savez, la question de l'insécurité à Kinshasa a commencé à remonter beaucoup plus autour des années 2000. Là, nous venons justement de perdre l'essentiel de nos entreprises, notamment General Motors, avec les pillages qu'il y a eu. Donc, la question de la sécurité doit être prise dans sa dimension holistique. Et ça implique même le côté social de la population, ça implique même le côté enseignement, éducation, instruction, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est détruit en République démocratique du Congo, c'est la famille. La famille, c'est la cellule de base de tout développement d'un État. C'est-à-dire que les parents ont perdu leur pouvoir sur leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce que les entreprises sont ce qu'elles sont, parce que les conditions socio-économiques de la République démocratique du Congo, ça ne tient pas. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a, je ne vais pas revenir sur ce que on dit ici, les brillants journalistes, Gaëtan Kobabourandi, que j'aime bien, et mon frère Nonon Kourou, et la star, comme vous l'avez présenté. Il y a cette question de l'organisation au niveau national qui fait que nous devons avoir une police formée. Nous devons avoir une police réellement équipée. Je ne vais pas entrer dans ce qu'a dit Gaëtan ici. Quand vous allez dans des souciates, quand il y a un problème, par exemple un simple bagarre dans des quartiers, vous allez dans nos souciates, on peut vous dire que non, il n'y a pas d'armes ici, moi je ne peux pas lire ce qui est ma vie là-bas. C'est un policier qui te dit ça. Alors qu'il a à sa charge la sécurité des populations qui sont à son ressort, de son ressort.
Donc, moi, je pense qu'il faut prendre cette question vraiment dans sa dimension générale et totale pour que nous puissions analyser cela de manière un peu beaucoup plus claire. Je suis bien d'accord avec vous, mais Bumba, comme candidat gouverneur d'abord, je pense, ou je suppose qu'il disposait d'un programme lié à la sécurité des Kinois. Une année ou 2 ans aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, Bumba n'arrive toujours pas à nous mettre en application ces programmes liés à la sécurité des Kinois. On parle du phénomène Corona, on parle de la criminalité, question de la sécurité du kidnapping. est liée à une double responsabilité. Et la responsabilité de l'État et la responsabilité de l'État national et la responsabilité de la province. C'est-à-dire que l'État, si au niveau national, par exemple, ce n'est pas ici pour dédonner Daniel Bumba, il a une grande responsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit ici, nos autorités ont une grande responsabilité pour cette question de la sécurité. La dernière fois qu'il a réuni, il a tenu par exemple une réunion des conseils provinciaux de sécurité, c'était quand? Parce qu'il y a des cas de kidnapping, des cas de braquage qui se font au quotidien, on va dire. Justement, les questions de la... Voilà pourquoi je te dis, quand on parle d'équiper la police, former la police. Aujourd'hui, moi j'étais en train de suivre un documentaire sur une chaîne internationale, pas internationale, j'aime pas les termes. Un média étranger. Un média étranger, justement. Il y a un papa qui regardait, un gamin qui regardait des films obscènes, ce qu'on appelle porno, sur la machine de son père. Et c'est la police communale, je dis bien, de la commune, ce qu'on appelle ici les commissariats, qui a détecté qu'il y a quand même une activité là, quelqu'un qui, à chaque moment, mais il regardait beaucoup plus des vidéos des jeunes filles. C'est-à-dire, il y a un cas de pédophilie, parce que la machine, l'adresse IP de la machine est enregistrée comme étant la machine d'un adulte. Mais, en réalité, c'était un enfant qui l'utilisait, il regardait les vidéos de sa... Et la police a constaté la pédopornographie. Justement. Et pour la police, c'était une grande personne qui regardait les vidéos des jeunes filles. Alors quand il arrive dans le domicile de monsieur, on essaie un peu d'enquêter, on découvre que c'est les gamins qui étaient à chaque mois devant la machine qui a été acheté par son père. Donc c'est ça la police, c'est ça le travail de la sécurité. On va atteindre ce niveau quand ici au Congo. C'est ça normalement. Voilà pourquoi on dit qu'il faut mettre du paquet. La question de la sécurité, c'est aussi les moyens qu'on doit mettre. On met beaucoup plus d'énergie sur des questions politiques, sur des questions conjoncturelles, mais on ne fait pas beaucoup plus attention sur des questions qui sont structurelles. Je t'ai dit, vous avez parlé du gouvernement ou des gouvernements provinciaux pour généraliser les cas. Mais qui dote la police des équipements? Ce n'est pas le gouvernement provincial. Qui dote, qui forme les policiers quand les formations s'organisent ici? Ce n'est pas les commissariats divisionnaires provinciaux qui met en place ces systèmes de formation de la police. C'est-à-dire que les provinces, on met à la responsabilité des provinces un commissariat, un commissaire, et puis quelques éléments pour qu'ils gèrent la sécurité de la ville. Mais le gros de la responsabilité relève justement du gouvernement central. Donc ici, quoi qu'un gouverneur peut faire, si la police n'est pas équipée, il ne peut rien faire. Il ne peut faire qu'avec ce qu'il a. Merci beaucoup Gaëtan. On a jugé à un moment ici Kaba et sa bande, et après on a appris certains ont été exfiltrés de la prison. Comment faire en sorte que l'État puisse s'imposer, que l'État puisse mettre les Congolais à l'abri des kidnappings, des braquages et consorts? Vous savez, vous avez cité les Kaba, d'autres encore, c'est qui? Ils sont nombreux en tout cas. Il faut maintenant ajouter à cette liste encore des victimes de déguerpissement. Ah, ça aussi. Oui. On crée des frustrés dans ce pays. On ajoute de l'huile au feu, sans le savoir. Ce que je redoute, moi, ce que l'on haïtise ce pays. C'est vrai que le pouvoir de l'État est encore robuste, mais les ingrédients ne sont pas loin de ce que a été Haïti avant l'effondrement d'aujourd'hui. Haïti, Port-au-Prince par exemple, est dirigé par les gangs. Ce que je redoute, c'est les gangs terroristes. Vous allez me dire, non Gaëtan, tu es trop pessimiste, mais si rien n'est fait maintenant pour donner notre justice, donner plutôt à notre justice
le pouvoir qu'il faut afin de juger, de condamner, de mettre en prison les criminels de toutes sortes, en tout cas, ce Kinshasa risque d'être invivable. Parce que on a des partis politiques qui ont leur milice. C'est déjà un problème. Ça crée de l'insécurité, ça crée de la psychose, ça crée de la frustration. C'est l'accumulation de la frustration des psychoses, l'absence de l'État qui fait que les communautés locales s'organisent autour des hommes les plus forts. C'est ça le gangstérisme. Vous allez enseigner, on remarque que mais il y a tel ministre de tel parti qui nous fait ceci, qui nous fait subir certaines choses. Et eux aussi à leur tour, ils se forment une coalition. Les Arabes et les élites. Voilà. Vous voyez. Alors, autre chose encore, je dis, les Kaba l'autre fois, ajouter beaucoup de gens. On a une police qui devait commencer d'abord par le travail de protection des populations et de leurs biens. Mais ils excellent où, la police? Je ne vais même pas dire qu'ils excellent dans la protection des individus qui ont l'argent, mais dans les dégrapissements. Partout, on dégrapille les gens. Ce n'est pas mauvais. Mais ces gens-là vont faire quoi? Ils vont aller où? Ils vont créer un moyen de survie. Beaucoup vont se dire, mais attendez, ici, au moins on faisait, je ne sais pas, des moyens illicites qui étaient quand même accès. Il y a des choses illicites que nous faisons dans ce pays. Hier, j'étais avec le professeur Eugène Baniakou. Il a dit, dans ce pays, nous ne sommes pas sérieux. Tout le monde est moins sérieux. La population lambda viole au moins 5 fois la loi pour vivre. Ce sont des violations que je peux qualifier de bénignes, hein, même que le mot n'est pas approprié. Les juristes doivent me les pardonner. Mais ce sont des violations qui sont acceptables. Mais quand ils savent même plus violer la loi normalement, notamment en habitant à Pakadjouma, parce que c'est une violation. Vous habitez sur un sol qui ne nous appartient pas. Ils vont chercher maintenant comment faire pour survivre. C'est l'instinct de survie. Ils peuvent aller enceller là-bas. Ils se disent, mais enceller, facilement, on peut faire un kidnapping. Si vous faites un kidnapping à 10, à 5, vous avez un $3 000, un $5 000. Ça peut vous permettre de vivre 2-3 mois. C'est déjà ça. Vous voyez les ingrédients dont je parle, justement. Donc, au lieu de voir les choses de manière isolée, mais il faut plutôt regarder tous ces petits puzzles qui peuvent nuire, qui peuvent étouffer largement ce Kinshasa, parce qu'il y a une surpopulation énorme, et cette surpopulation a comme un effet là, c'est que elle multiplie les problèmes de la ville par 10, par 100, et les gens font vite pour résister, pour avoir à manger, pour avoir à se métier. Très bien. Vous voyez, c'est ça un peu mon raisonnement. Donc, votre question, c'était celle de savoir, la question c'était de savoir que l'État fasse exactement quoi pour imposer sa loi. Justement. Ce que l'État doit faire, c'est d'arrêter de prioriser la politique. C'est la politique qui nous dérange, qui nous nuit aujourd'hui. Je vais y revenir plus. Est-ce qu'il faut attendre le dialogue pour traiter de cette question? Il y a un problème social important qui se pose avec acuité. J'avais oublié notre raisonnement. On se vante en disant que Kinshasa, c'est la ville de la débrouillardise. Ça a commencé depuis longtemps. Ça devrait être une situation temporaire. Mais ce n'est plus temporaire. Mon confrère Nono a parlé vous avez dit, au lieu de parler de l'insécurité, je ne sais pas quoi vous avez dit. Recrudescence. Au lieu de la recrudescence, l'insécurité en permanence. J'ai écrit ça ici, l'insécurité endémique. Maintenant, il y a une économie parallèle qui s'est fait. Donc tout s'est fait dans l'informel. La plupart des gens, nous tous ici, même nous les journalistes qui nous disons, exactement, nous sommes pas de contrat. Nous ne sommes pas différents, peut-être parce qu'on parle français, nous ne sommes pas différents de celui qui est au grand marché en train de faire les temps. On fait la même chose. Les Banakwata. Effectivement. Alors, cette économie parallèle, aussi longtemps qu'elle est croissante, aussi longtemps qu'elle n'est pas, il n'y a pas un pouvoir pour l'intégrer dans l'officiel, dans le licite, elle va se créer justement son propre pouvoir. Très bien. Très bien. Donc elle va se créer les tenants et les aboutissants, les gens qui peuvent le contrôler, les gens qui peuvent redistribuer aussi les avantages. Et c'est ça les gangstérismes qui se fait. Les gangsters, ils font quoi? Ils font payer les taxes, ils font payer des choses et ils gagnent de l'argent comme l'État les fait. Donc pour moi, les ingrédients sont mis en place pour que Kinshasa soit invivable, si et seulement si rien n'est fait maintenant. Non, Kourou. On est jeudi aujourd'hui, demain c'est vendredi, il y aura conseil des ministres hebdomadaire. Alors par moment on se demande à quoi servent ces différents conseils des ministres. Est-ce c'est une rencontre, on va dire, protocolaire, ou c'est vraiment une rencontre où les gens y vont pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent la République? Est-ce qu'on doit attendre finalement ce dialogue pour parler de tout?
Laissez-moi d'abord saluer la brillance et la pertinence de mes deux confrères, Gaëtan et Fiston. Et tout en précisant quand même, je pense que c'était un lapsus pour mon confrère Fiston qui a dit que le vice-premier ministre ou le ministère de l'Intérieur revenait juste après le président. Je pense que c'est dans le gouvernement, en termes de hiérarchisation, après le Premier ministre, que lui a une place de prépondérance. Alors, pour revenir à votre préoccupation, je voulais d'abord abonder dans le sens de mon confrère Gaëtan, qui vous dit clairement que ce que nous sommes en train de connaître ici, l'État doit mettre sa main. Pourquoi il doit mettre sa main? Parce que dans les gangs, il y a un maxime qui dit « Ne mettez pas l'ordre dans la main des autres qui sont mes ordres ». Donc dans cette désorganisation-là, si l'État n'amène pas son ordre, dans ces désordres, ces gangs considèrent que c'est de l'ordre et personne ne peut plus jamais l'arrêter. Et si on arrive à ce stade-là, c'est dangereux pour nous tous. L'État a l'obligation de pouvoir s'organiser, de pouvoir nous épargner et nous mettre à l'abri de cette insécurité que nous décrions. Les conseils des ministres dont vous faites allusion. Tous les vendredis, les gens iront faire à travers la ville. Pour percevoir les jetons. Oh, il y a un jeton de présence là-bas. Mais comment? Pourquoi ils viendront? Non, rien n'est gratuit dans ce pays, on dirait. Sinon, il y aurait des absents. Ils y vont pour leurs jetons, mais je ne pense pas que c'est un conseil des ministres qui évalue réellement les problèmes des Congolais. Le président nous promet chaque fois l'évaluation des ministres, mais après, vous avez même vu après l'évaluation, on a réaménagé pour nous amener grâce Coutinho, qu'on a soumis à un test que seul le président et la première ministre connaissent les tenants et les aboutissants. On ne revient pas là-dessus parce que nous sommes là où nous sommes. Ces conseils ministres n'apportent rien. La police dont nous décrions aujourd'hui, il ne revient ni à Bumba, ni à l'Assemblée provinciale de pouvoir élaborer un budget pour donner à la province, pour doter la police des moyens de sa politique. Ça relève des prérogatives du gouvernement central. Et je pense que c'est au Conseil des ministres dont le VPM Chabani devrait prendre ses responsabilités pour présenter les tableaux de la situation actuelle. L'état d'esprit de la population. Pour dire que l'état d'esprit de la population a été marqué aux chaussures du président de la République. T'es marqué à quoi? C'est quoi? Ils sont bien habillés. Donc, voilà un peu, on dirait que je pose la question, qui a d'abord inséré cette partie-là où je ne comprends pas. L'état d'esprit. Parce que tu es obligé de mentir. C'est une innovation. Sans enquête. Sur base de quoi ils mesurent cet état d'esprit? Par imagination. Pour nous bercer, pour nous berner, ils vous disent, voilà, l'état d'esprit de la population a été marqué parce que le gouvernement, ainsi de suite. Vous savez, avec les cas de Paka Djouma que Gaëtan disait tout à l'heure, les frustrations, les démolissements, tout ce qui va avec, il y a un militaire dont la vidéo est devenue virale. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en train de dire, j'ai des documents de l'État, j'ai construit ma maison, j'ai fait mes économies pendant 9 ans, on a démoli, mais le général Kaby, le général de la garde républicaine, qui est non loin de chez moi, il est en train de construire là, vous n'allez pas. Donc c'est déjà là, 2 poids, 2 mesures, donc c'est de là qu'est née la frustration. Donc un militaire, comme il considère que c'est un militaire moins gradé, à lui on doit lui soumettre à un traitement dégradant et inhumain, et pour son autorité, on ne peut pas. Nous créons des frustrations. L'État doit s'organiser, sinon l'État congolais est avoué ou est appelé à la disparition si nous ne prenons pas de dispositions, M. Gaëtan, M. Itoma plutôt. L'organisation dont on fait allusion ici sur la table, c'est que l'État doit voir le trop-plein qu'il y a à Kinshasa, le surpeuplement de la population. Sous d'autres sièges, ça constitue une opportunité. C'est une aubaine. Mais malheureusement, ici, c'est un danger, c'est un risque grave. Alors finalement, est-ce qu'il faudrait... Et ça se transforme en insécurité dont nous décrions ici, alors que l'État devrait savoir, mais c'est Itoma qui est à Perfect Télévision, il fait quoi? C'est son citoyen. Comment il est encadré? Est-ce qu'il a un contrat de travail? Il me semble qu'il y a même des inspecteurs de travail qui existent. Et même sont là ils ne sont pas payés. Ils ne sont même pas payés eux-mêmes. Donc, si vous analysez la situation globale du pays, vous allez vous en rendre compte que le Congo, si nous pouvons nous regarder dans la glace, c'est un pays
qui est appelé à disparaître dans 50 ans. Donc, attendons le dialogue qui est présenté comme une baguette magique qui mettra fin à tous nos problèmes. Le dialogue ne sera jamais une solution, surtout les dialogues entre politiques. Ah, mais on ira au dialogue pour parler criminalité, sécurité. Quel dialogue va parler de la criminalité? Ça fait partie des préalables imposés par la plupart d'acteurs politiques. La question majeure de ces dialogues, c'est comment faire pour arrêter certaines frustrations qu'il y a entre acteurs politiques. Ah bon? Je vous dis la jamais pour parler des questions liées. La première des motivations, au souverain primaire, c'est arrêter les velléités de frustration des uns des autres pour qu'ils reviennent sur la même voie. Et cette fois-là, on va voir un peu pour faire taire tout ce qu'il y a comme insécurité à l'Est et aussi, bon, partie Ouest, ce sera un peu difficile parce que le Mobondola, c'est quand même une situation incontrôlée. Eliezer a été envoyé, a été dépêché sur terrain et il semble qu'il a maîtrisé la situation. Il a maîtrisé la situation avec quoi? On lui a cité des noms là-bas, il est incapable. Depuis qu'il est revenu, ça fait déjà 5 jours, il ne sait pas nous publier. Il est maintenant à Lubumbashi. Ah, donc maintenant, maintenant, on va publier la liste. On va publier les rapports à Lubumbashi. Bon, c'est toujours les Congolais, pas le problème. Je ne pense pas, pour répondre à votre question, que les dialogues sera une solution pour tout ça. Je ne pense pas. Les dialogues viennent résoudre la crise entre politiques, mais je pense que nous devrions cette fois-là organiser le vrai dialogue qui va concerner les technocrates, les experts des différents domaines qui doivent réfléchir sur la question. Et c'est que nous allons demander aux politiques. Ces experts sont au gouvernement, ils sont dans les institutions. Non, ne confondons pas. Un technocrate qui vient au gouvernement, qui n'utilise pas sa conscience, n'est plus un technocrate. Celui-là répond aux ordres de la politique. Il est déjà transformé, il est déjà corrompu. Merci. Nous voulons faire allusion aux experts indépendants qui sont encore dans des universités sérieuses, que nous pouvons prendre ces gens-là qui vont nous pondre un programme clair, une bonne réflexion sur différents domaines et entre autres l'insécurité que nous connaissons. Et la politique, nous allons demander les moyens et de la bonne volonté. Merci beaucoup. Pour nous appliquer ça afin d'éradiquer définitivement. Merci beaucoup. Vous m'avez fait penser au docteur Silas quand vous étiez en train d'évoquer les experts. Lui peut être consulté à ce qui concerne les relations internationales. Il a de la matière en tout cas. Fiston Oleko. Il doit prêcher, hein. Il y a beaucoup de fidèles qui se perdent à l'église. Même le Silas, c'est pasteur. Oui, il doit aller prêcher. Même les politiciens sont leurs fidèles. Là-bas, il y a Ejiba aussi. Il s'est fâché un peu trop ces derniers temps. Il faut éviter de les citer. Mais qu'il évite la place publique. S'il veut venir à l'espace public, il doit s'habituer parce qu'on va parler de lui quand lui s'intéresse de nous aussi. Qu'il ait des nerfs solides pour encaisser comme Cholet. Ah oui. Et bon, merci beaucoup. Allez, Fiston Oleko. J'ai suivi ce matin une vidéo diffusée par nos confrères de Kel Boulmag où un monsieur kidnappé se faisait fouetter. Les kidnappeurs ont exigé à sa famille 5 000 $ comme rançon. La famille ne disposait que de 1 000 $. Et en retour, pour irriter la famille ou pour pousser la famille à faire mieux, ils ont filmé les messieurs en train de se faire chicoter. Mais est-ce que toutes ces questions, pour qu'on puisse trouver pour qu'on puisse en trouver solution, il faudrait attendre que les acteurs politiques puissent se mettre autour d'une table, ou vous pensez qu'à travers les conseils des ministres, peut-être demain vendredi, des mesures salvatrices seront levées? Moi je suis pour des solutions structurelles. La question de l'insécurité, c'est vraiment... Je commence à estimer que nos décideurs sont un tout petit peu dépassés par cette question. Parce que ça ne bouge pas. La solution, on l'a dit ici, ça sera une solution structurelle. Kinshasa aujourd'hui, nous sommes à presque 20 millions d'âmes. Et dis-moi aujourd'hui à Kinshasa, s'il faut faire même le ratio, un policier peut sécuriser combien de Kinois? C'est déjà un problème. Et c'est comme ça, même ça se calcule ailleurs. Il semble qu'on a... Il y a combien de policiers par habitant? 18 000 policiers pour l'ensemble de la ville de Kinshasa. Et quand vous divisez le nombre de la population par ces 18 000... C'est insignifiant en tout cas. C'est insignifiant. Alors que dans ces policiers-là, il y a des chefs, des capitaines, des responsables du commissariat qui ne bougent pas, qui sont là dans leur vie normale. Et voilà. Donc, moi, j'estime que la solution ici, comme on l'a dit, je le répète parce que c'est fondamental, former et équiper. Former et équiper. Ça, c'est vraiment une solution à moyen terme. Mais une solution un peu beaucoup plus globale. Nous devons vraiment changer notre paradigme de gouvernance. C'est très important. Nos grandes villes, notamment Kinshasa, concentrent tout l'essentiel de l'activité économique.
Et ça fait que à Bandundu, à, je sais pas, à Madouda dans le Congo central, chez moi au Sankourou, Maïndombe chez moi. Maïndombe chez vous là-bas vers Kwamout, je sais moi où, là où viennent des gens comme nos frères comme Petit Fali, les Mongos, j'ai oublié la province. Tu vois pas. Donc, moi je crois qu'il faut créer des pôles de développement qui permettent à ceux que les jeunes aient espoir de là où ils sont. Parce que vous quittez par exemple Sankourou chez moi, vous venez à Kinshasa. Déjà nous qui sommes à Kinshasa, on peine pour nouer le début du mois. Et vous venez, vous trouvez déjà, ici nous nous battons, sans travail, sans habitation. Il y a déjà même une guerre générationnelle, moi je l'appelle comme ça, les jeunes qui disent, oh non les papas vont dire la vie au post-été, les papas qui disent, bisous toi une expérience. Donc, il y a déjà ce problème-là, le problème économique, le problème social. Ça, c'est vraiment une solution à long terme. Nous devons repenser notre manière de faire, notre manière de gouverner, notre manière de pratiquer ou d'appliquer nos politiques pour le développement de ce pays. Si on continue avec le modèle que nous appliquons maintenant, tout est concentré sur Kinshasa, parce que c'est la capitale. Tout est concentré sur Lubumbashi, parce que c'est la capitale économique. Tout est aujourd'hui, moi je dis même que la capitale économique s'est déplacée vers Kolwezi. Tout est concentré à Kolwezi. Et dites-moi un peu, combien de visites que vous avez vues de nos ministres dans les provinces comme les Bandundu? Et du président lui-même, depuis la campagne électorale. Dans des provinces comme de Sankourou, dans des provinces comme de Chouapa. Nous devons créer des pôles de développement. C'est plus Kolwezi, Lubumbashi. Justement. Le Congo central à la limite. Ça pose des questions. Donc moi je pense que nous devons créer des pôles de développement un peu partout pour trouver des solutions structurelles à cette question. Parce que si quelqu'un a de quoi vivre à Bandundu, je ne vois pas pourquoi il viendrait ici. Je vais donner une petite histoire. Moi j'ai vécu plus d'une année au Congo-Brazzaville. J'étais à Brazzaville quelques jours, je suis parti à Pointe-Noire pour mes études secondaires. Mais je vous dis, quelqu'un vient à Brazzaville juste pour faire un tour, je ne sais moi, acheter quelque chose ou bien voir sa famille et il rentre chez lui. C'est moi, les Poules, à Likwala ou quelques provinces qui sont là-bas. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'activité économique tourne dans leur... Il y a la vie partout. Voilà. Très bien. Vous gardez la parole pour cette deuxième thématique. Il y a des routes, c'est que vous voulez dire aussi. Justement, il y a des routes. Et puis, la voie ferroviaire fonctionne. Il n'y a pas qu'une seule ligne. Il y a des lignes un peu partout. Au nord, au sud. Très bien. Vous gardez la parole pour cette deuxième thématique, le dialogue en RDC. Une aubaine pour les acteurs politiques ou un centre ou un lieu de rencontre pour que les acteurs politiques puissent réfléchir sur le bien-être social. Merci beaucoup Hervé Thomas pour cette deuxième thématique. Moi je pense qu'il est fondamental que l'on puisse poser des bonnes questions, surtout quand j'ai lu le sujet que vous nous avez envoyé. J'espère que mes confrères ont aussi eu le même sujet que moi. Les dialogues politiques en RDC, est-ce une aubaine pour la classe politique congolaise? Là vous voulez savoir à quoi servirait réellement ce dialogue. Si je peux paraphraser ou traduire de la manière dont moi j'ai compris cette question. Moi je me dis, à votre question, s'il faut répondre par une réponse directe, affirmative, parce que c'est une aubaine pour la classe politique. La population ne s'y retrouve pas, elle ne s'y retrouvera pas. Aujourd'hui, moi je me pose toujours cette question. Si on a dialogué par exemple à Sand City, ou on va commencer par Lusaka, c'était parce qu'il y avait un conflit interne qui s'est, on va dire comme ça, exposé même au niveau régional, où il y avait l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC qui se battaient malheureusement sur le sol congolais. Et après Lusaka, c'est Lusaka qui nous a amenés vers Sand City en 2002, où les belligérants internes ont discuté et aujourd'hui, nous avons une constitution, nous avons les institutions qui marchent, nous sommes au 4e cycle électoral. Mais aujourd'hui, pourquoi on va discuter? Si hier il y avait la crise de légitimité, il y avait... il y a une crise multidimensionnelle pour Kabila et il y a 12 points à aborder lors du prochain dialogue. Justement, on parle de quelle crise? Parce qu'il a parlé par exemple de la gouvernance. Les problèmes de gouvernance ne commencent pas aujourd'hui. Si on parle par exemple de la sécurité, surtout là où beaucoup de gens reviennent, la classe politique revient sur la problématique de la sécurité. Mais la République démocratique du Congo est engagée
dans 2 processus diplomatiques qui sont des dialogues. À Washington avec le Rwanda, à Doha avec le M23. Le M23, c'est la partie au conflit. Ce sont des processus qui ont montré leurs limites pour certains. Ça, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, si le président de la République se voit dans le droit ou dans le devoir de pouvoir convoquer un dialogue, c'est justement parce que il est on va dire, ce symbole de l'unité nationale. Parce qu'il y a on va dire une frange de la population, de la classe politique qui n'est pas content et qui réclame ce dialogue. N'eût été cela, moi je ne vois pas pourquoi on convoquera un dialogue, parce que les institutions, on vient d'avoir des nouvelles institutions en 2023, à la suite des élections qui a eu lieu justement... C'est justement ces élections qui posent problème. Mais est-ce que les questions électorales doivent trouver une solution par le dialogue? Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la Constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la Constitution. Parce qu'on va pas remonter même jusqu'en 2018. Vous savez, moi je serais content un jour si j'écoute la classe politique congolaise parler. On va faire par exemple un dialogue pour discuter des prix des biens de première nécessité. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Les dollars a chuté, les taux de dollars, les fonds congolais s'est apprécié de 28 000 francs congolais, 10 dollars, à 22 000 francs ou 22 500 francs congolais. Mais si vous allez dans nos grandes surfaces, si vous allez chez les vendeurs, si vous allez même, nous qui empruntons les taxis sur nos routes ici, rien n'a bougé. Et au cabinet là, on vous a pas toujours doté d'un véhicule. Ça ne veut personne. C'est ça le grand problème. Les problèmes qui touchent à la population, personne n'en parle. Personne ne réfléchit en termes de dialogue. Mais quand il s'agit du pouvoir, quand il s'agit de sécuriser les intérêts personnels de la classe politique congolaise, vous voyez, tout le monde veut qu'on s'assoie parce qu'on sait qu'il y aura la clé des répartitions des responsabilités. Merci beaucoup, Nononkourou. Le dialogue qui devrait normalement réunir les Congolais, parce que pour certains, ce dialogue doit être placé sous les thèmes vérité, réconciliation, unité nationale. Mais déjà au niveau des églises, on sent une sorte de division. Dodo Kamba, qui était contre les départs, qui était au départ contre les dialogues, a pratiquement revu ses calculs. Il a commencé à consulter aussi. Il était chez Kabound. Je l'ai vu hier chez Fayoulou. Il va peut-être aussi vous consulter. Alors finalement, il y a eu un problème lié à la médiation. À qui on va confier la médiation? Est-ce à la Senko et l'ECC? Est-ce à Ejibayaman, puis à certaines confessions religieuses, Dodo Kamba, l'Angola, l'Union africaine? Comment gérer cette question liée à la médiation? Il y a de l'agitation du côté des églises de réveil. Il y a l'agitation parce que si vous vous interrogez déjà, vous essayez d'examiner les comportements des uns des autres. Déjà, Dodo Kamba vient en qualité de qui? Du moment où Ejibayaman Pia dit que c'est lui. Père spirituel de qui? Il y a une confession religieuse qui existe, dont on a investi quelqu'un pour un nouveau mandat de 5 ans, je pense. Mais lui aussi, il est patron apparemment d'une autre confession religieuse mise en place par lui-même. Et approuvé par qui? Vous voyez, par lui-même. Donc moi également, je dois créer ma confession religieuse, commencer des consultations. C'est un désordre. Ça, c'est un désordre. Il faut empêcher ça, ce n'est pas bien. Déjà, lui n'était pas d'accord, pour ne parler que de lui. Il a vilipendé les autres. Vilipendé les autres, il n'était pas d'accord. Il a refusé même la feuille de route qui était... Il a poussé même le président à refuser la proposition de la Senko de l'ECC. Et aujourd'hui, il se voit investi d'une nouvelle mission, de pouvoir réconcilier les uns des autres autour d'une vérité où les gens ne se sont jamais rencontrés. Il a pris le courage de rencontrer Martin Fayoulou, Délice Sanga, il est en train de poursuivre ses consultations. Nous aimerions aussi qu'il soit courageux d'aller rencontrer Kabila, d'aller rencontrer Nanga, d'aller rencontrer tout le monde. Il avait demandé des moyens pour ça, je pense. Oh, il a dit être prêt à aller on a parlé des vers Nanga, aller vers... On a dit des évêques qui ont cherché de l'argent même des Kagame. Soyons sérieux à un certain moment. Lui va demander l'argent à qui? Donc on peut accepter l'argent du président de la République pour une démarche privée et refuser l'argent des Kagame? Dans une démarche au profit du pays. Quel pays? Au profit de sa confession religieuse ou au profit du pays? Je pense que s'il faut parler de la médiation, nous nous connaissons dans ces pays. On connaît les sérieux qui caractérisent l'Église catholique, qui caractérise la Senko, parce qu'ils en ont déjà fait preuve dans les passés. La Senko n'inspire pas confiance au pouvoir en place. Nemba nous a dit que la Senko préparait l'après Félix Tshisekedi. Le président de la République doit rester au-dessus de la mêlée.
Kabila avait été traité à la limite médiocre par l'Église catholique. Ça ne lui avait pas empêché pour autant de faire confiance aux évêques pour qu'ils mènent à bon port les dialogues qui nous a conduits au passage pacifique du pouvoir, pour ne pas dire civilisé. Le président Félix Tshisekedi, il est là, il est en partie aussi bénéficiaire de la démarche ou de l'apport de l'Église catholique. S'il faut laisser, faisons seulement l'expérience. Nous pouvons nous convenir, nous, peuple, de dire donner à Ejiba, donner à Dodo Kamba la médiation de ces dialogues, ça n'aboutira à rien. Je vous dis, ce n'est pas être prophète de malheur. Pourquoi êtes-vous dubitatif? Nous n'aboutirons pas à quelque chose. Mais oui, mais voyez seulement dans l'air chef, quand on a voulu faire partir Dodo Kamba, il n'était pas d'accord. Il a refusé. Il a refusé, mais ces choses pareilles ne peuvent pas se produire à l'Église catholique. Mais Jibala aussi. Et Jibadi, il est reconduit. Il est reconduit par ses pairs, oui. Nous lui souhaitons un fructueux mandat de 5 ans. Il est devenu centre du pouvoir. Mais déjà, il dit, il se range du côté du pouvoir. Il est derrière le pouvoir parce qu'un prophète ne peut pas s'ériger en opposant. Propositions du Pourtant, président. si vous lisez la Bible, vous regardez le prophète Nathan, tout le monde, et c'est vraiment en parfaite contradiction avec l'évêque Ejiba. Là, je ne reviens pas. Mais déjà, je pense que s'il faut répondre à votre question, cette question de médiation est déjà résolue. Ça va même au-delà des conflits religieuses. Comment ça oui, c'est déjà résolu. Je pense que ça va maintenant au-delà de... Jusqu'à présent, ça dépasse maintenant la dimension nationale. L'Angola, aujourd'hui, il n'est plus au niveau de la présidence de l'Union africaine. Je pense que l'Angola est en train déjà de mener des consultations pour voir dans quelle mesure du possible, s'il faut déjà aller dans cette idée, nous allons aller à Luanda, les acteurs politiques vont y aller pour discuter de la question, et ce sera ni la Senko, ni Ejiba Mampia, ni Dodo Kamba qui va devoir mener la médiation. Alors finalement, qu'est-ce que les Congolais vont gagner dans ce dialogue? Parce que nous allons gagner. C'est un arrangement entre acteurs politiques, il faut, je crois que c'est Fiston qui l'a dit, c'est un arrangement entre acteurs politiques, on va chercher à régler les problèmes des uns et des autres. Vous avez Katumbi qui plaide déjà pour les renouvellements de son passeport, Fayoulou qui va peut-être aussi revenir sur les élections. Alors chacun viendra jouer sa carte. Alors, dans tout ça que gagnent les Congolais. Mais ça, ce sont des agendas des acteurs politiques. Je pense que le peuple congolais aussi devrait se préparer pour préparer son agenda. À faire quoi? C'est-à-dire que quand les politiques vont discuter, quand ils reviennent, il leur dit « Ok, je vous fais signer un document de 6 mois pour les résultats. Si ce n'est pas le cas, je fous tout le monde à la porte. » Il faut avoir une population comme des Arabes qui exige beaucoup plus, qui continue à exiger. Si nous avons une population amorphe, qui est plus spectateur qu'acteur, je pense que nous allons continuer à subir. Il ne faut pas laisser les acteurs politiques jouer de notre devenir. Il ne s'agit pas de parcelles de leurs arrière-grands-pères. Il s'agit ici de la res publique qui est une question d'intérêt général où nous tous, nous devons trouver notre compte dedans. Très bien. Il faut qu'ils discutent. Oui, nous n'allons pas les empêcher de discuter, mais il faudra qu'après leur discussion, que nous puissions voir en moins d'une année les résultats escomptés. Si ça ne suit pas, il revient à la population de pouvoir faire partir même tous ces groupes, tous ces conglomérats des acteurs politiques pour penser à autre chose. Ça peut être possible. Merci. La Constitution les garantit d'ailleurs. Merci beaucoup Gaëtan. Les dialogues est présenté comme une baguette magique. Alors, essayez un peu de nous expliquer comment ce dialogue va réussir là où une résolution des Nations Unies souffre encore d'application. Les rebelles continuent d'occuper les territoires qui sont sous leur contrôle. On va donner quel pouvoir contraignant aux résolutions qui sortiront du prochain dialogue? Oui, alors, la résolution que tu évoques ne parle pas seulement du retrait, que ce soit du Rwanda et autres, parle aussi de la neutralisation des FDLR. Donc, c'est déjà une équation énorme. C'est un pas intéressant pour nous, mais c'est aussi un devoir pratiquement insoluble. Retrait des rebelles du M23, retrait des forces rwandaises, neutralisation des FDLR. On sait que ça arrivera un jour, d'où la nécessité pour la RDC de se repenser autrement, de voir comment, en interne, nous constituer un État sérieux. Vous savez, Hervé et Thomas, nous sommes en face d'un dialogue impossible, pratiquement. Je commence par là. Soit, si on force les parties prenantes à prendre part à un dialogue, ce sera un dialogue qui va accoucher d'une bête, d'un monstre. Comment ça? Oui, quelque chose d'incestueux. Le cadre normatif qui nous amène à avoir le dialogue, la Constitution notamment, elle n'est pas vue de la même manière de deux côtés. C'est un problème énorme.
Quand en 2002, on discutait, on était conscient que le cadre normatif ne tenait à rien. Et quand Kabila a commencé à discuter par après les dialogues, parce que les vrais dialogues qu'on veut reproduire ici, c'est Kabila en fait qui a organisé vraiment les dialogues. Mobutu, ce n'était pas des dialogues. Mobutu, c'était la manipulation politique. À chaque fois, il vous appelle, il vous manipule, beaucoup plus. Il y avait une constitution. Mais ceux qui sont là-bas dans la rébellion, parce qu'on veut dialoguer sans ceux qui font la rébellion. Parce qu'on dit que ce sont des criminels, ils veulent remettre en cause la légitimité, on le met des côtés. Mais si on dialogue avec eux, ils estiment que la Constitution a été violée plusieurs fois. Kinshasa aussi a sa perception de la Constitution. Constitution des belligérants, il faut la changer. Exactement. C'est déjà un problème. Donc j'ai dit, nous avons atteint pratiquement un point de non-retour. Mais si tant est que Kinshasa organise son dialogue à sa manière, ça veut dire avec les forces internes, ça peut nous permettre d'avoir une certaine accalmie, mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est une équation sans solution, en face de laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je n'ai pas de réponse à ça. Malheureusement, comme une vermine, comme une maladie, nous sommes en train d'exporter les mauvaises choses partout dans le monde. De la même façon que nous sommes divisés en interne ici, nous voulons diviser, on divise l'Afrique. Hein. Vous savez que le problème congolais divise vraiment l'Afrique. Le président rwandais, quand il partait, ou le président angolais, il savait que son successeur n'est pas un fédérateur. Parce qu'il a des problèmes avec Paul Kagame. Et si tu as des problèmes avec Paul Kagame, tous les alliés de Paul Kagame sont, entre guillemets, aussi tes ennemis. C'est un problème. Lui, au moins, il pouvait parler à tout le monde. Mais le président burundais, qui est à la tête des... Il est en conflit ouvert pratiquement avec le Rwanda. C'est comme un bébé de Kinshasa, parce qu'il sait qu'il ne peut pas, il sait que sa force c'est Kinshasa, Kinshasa sait que sa force aussi c'est le Burundi. C'est un problème. On exporte nos divisions, notre mauvaise gouvernance, le manque de sérieux en Afrique. Et on l'exporte aussi ailleurs dans le monde. Pourquoi j'ai dit qu'on exporte de mauvaises choses? Au Soudan, il y a des crises. Mais quand on regarde, on sent qu'il y a vraiment la pauvreté, les pays ça ne va pas, il n'y a pas l'économie qui marche, etc. Mais Kinshasa vous dit que vous avez un problème politique. Mais quand on regarde vos politiciens, ils entrent aujourd'hui pauvres. Quelques jours après, c'est un millionnaire, milliardaire. On regarde les trains de vie des autres institutions, de la présidence de la République. On remarque que ces pays ne manquent pas d'argent. Quand on va voir le rapport, parce que ces grandes entreprises minières qui sont ici, ils publient leur rapport de combien ils donnent au trésor public. Mais qu'est-ce qui est fait de cet argent-là? Oui, donc on est en train de... C'est une sorte de... On est en contradiction avec nous-mêmes. C'est pourquoi Paul Kagame, il se plaint. Je sais que ça dérange beaucoup de gens de le dire, mais moi je veux être neutre dans cette affaire. Paul Kagame se plaint, mais pourquoi on l'infantilise? Il sait que c'est comme un enfant qui est en train de gribouiller, il dessine partout, il fait ça. Mais quand il faut peut-être dire, mais attention, mais toi tu as un problème de gouvernance, tout ça, il y a de la corruption. On dit, non, viens. C'est ça, vous infantilisez le problème apparemment. Donc on doit devenir mature. Mature tout en sachant que nos 9 pays voisins sont à la fois une opportunité, mais un défi pour nous. Et ce n'est pas intéressant d'avoir un pays divisé avec Kabila d'un côté et et Félix Tshisekedi de l'autre. Parce que le vrai problème, on peut beau dire qu'il s'agit d'un problème politique, mais le vrai problème, c'est Kabila et Félix Tshisekedi. Et pour ça, il faut mobiliser tous les pays. Tous les autres sont en train de chercher comment être embarqués dans le bateau. Soit ici à Kinshasa, on dit dialogue, on est avec Tshisekedi, soit on va au Kenya, on est avec Joseph Kabila. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. J'ai abusé de votre temps. Ça valait la peine. Allez, 1 minute à chacun pour conclure. À entendre les revendications, les préalables posés par les acteurs politiques, jusque-là, je ne trouve rien qui concerne ou qui touche directement les Congolais. Si vous me parlez de nous de la presse, nulle part je n'ai vu un acteur politique parler de la presse. Donc voilà, dans ce dialogue, il faudra faire telle réforme, il faudrait ceci, dans le secteur de la santé, il faudrait faire ceci, cela, rien du tout. Alors pourquoi on doit débourser des moyens? Pourquoi on doit pousser les acteurs politiques à se mettre autour d'une table si l'intérêt de nous, populations, ne s'y trouve pas? Qui commence? Allez-y. C'est comme c'est la conclusion. L'intérêt de la population ne se trouvera jamais dans le chef de ces politiques. Ça, les gens devront le mettre en tête.
Mais je voudrais revenir dans ma conclusion par rapport à ce qu'a dit Gaëtan tout à l'heure. Vous savez, quand vous identifiez mal les problèmes, vous n'allez pas aussi solutionner ces problèmes. Les acteurs de la crise actuelle sont connus. Et c'est une crise voulue et entretenue même, je dirais. Comment ça? Qui a voulu cette crise? Mais c'est une crise... Et qui l'entretient? C'est une crise créée entre des acteurs majeurs aujourd'hui. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, et l'actuel président, Félix Tshisekedi. Il n'y a que eux deux qui savent les tenants et les aboutissants de ce à quoi on se retrouve aujourd'hui. Mais qui se retire à côté. Parce que le président de la République a été le premier à nous dire tous que, attention, la crise que vous voyez là, le commanditaire s'appelle Joseph Kabila, c'est bien lui, le vrai patron. Mais il ne discute jamais avec lui. Il ne veut jamais discuter, mais il évoque les dialogues. En attendant, il dit inclusif, mais il exclut. C'est comme on dit celui qui considère... Mais la politique, ça ne marche pas. C'est De Gaulle qui disait que les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui. En politique, c'est dynamique, ça marche, ça tourne. Ce n'est pas forcément que l'Allemagne et la France, comme ils ne s'entendaient pas hier, aujourd'hui, c'est le meilleur couple de l'Union européenne. Donc, je pense que les deux acteurs doivent avoir le courage, comme ils se sont rencontrés, pour arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui, qu'ils viennent comme Congolais, tous deux d'ailleurs. Mais pourquoi les deux ne peuvent-ils pas aussi être sincères et dire, par exemple, aux Nations Unies ou à toutes ces organisations internationales que le problème, c'est nous deux? Non, ce n'est pas question de sincérité. Ce n'est pas question de sincérité. Entre les deux, ils n'ont que chacun sécuriser les intérêts des uns des autres comme ils sont convenus dès le départ. De quelle sincérité nous allons évoquer? Ils ne seront jamais sincères tant que l'autre verra ses intérêts dérangés, tant que l'autre ne verra que son pouvoir dérangé, ça ne marchera pas. Alors qu'ils doivent mettre l'intérêt général du peuple congolais au devant de tout. Si réellement ils sont des hommes d'État et non des hommes politiques, ils doivent être des hommes d'État au lieu des hommes politiques qui essayent quand même de mettre de l'eau dans leur vin. Je pense que ce serait une bonne chose. Il y a M. Kabila et M. Félix Tshisekedi qui doivent faire de leur mieux pour nous offrir cette paix. Merci beaucoup, Fiston Leko. Est-ce qu'après la tenue de cette table ronde, on verra la RDC revêtir de sa plus robe tunique, ou c'est le même cycle de vie qui va continuer? Moi, je vous ai dit, ma position reste la même. Il n'y aura pas de solutions pour le Congolais. Ce sont des solutions politiques. Écoutez, vous avez Moïse Katumbi qui s'est dit exilé politique. Bon, je ne sais pas quel est ce grief qu'on a retenu contre lui par la justice ou par autre instance du pays. Vous avez ici Matata Pogno qui parle de la question de la gouvernance. De l'homme de... Qui a été jugé par une cour tribalo-ethnique. Comme moi. Alors, disculpé aussi par un juge qui est de la même... du même espace géographique que celui qu'il est en train d'attaquer aujourd'hui. Vous avez Délice Sanga aujourd'hui qui tient le discours de la dictature, du tribalisme. Vous voyez, nous sommes un peu dans un fourre-tout. Jean-Marc Abound, Fayoulou. Jean-Marc Abound qui vient, Fayoulou. Déjà avec Fayoulou, on ne comprend plus. À un moment donné, c'est comme s'il joue les chauds et les froids. Attends, il attaque ceux qui sont avec Kabila. On ne sait plus situer Martin Fayoulou. Parfois, il se rencontre ici. Parfois, il se rencontre aux États-Unis. Mais quand il prend la parole, ce sont des pics. La classe politique congolaise, nous devons être à un moment donné sérieux. Quand vous dites que, ici, j'ai entendu sur ce plateau, le problème, c'est Joseph Kabila et Tshisekedi. C'est faux. Mais il y a un problème aussi sécuritaire. Donc, on va dire aujourd'hui que... Justement, la personne à la base de ces problèmes sécuritaires, c'est Kabila. C'est Kabila. D'après Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi, c'est un politique. Kabila aussi. Oui. Le président Tshisekedi, c'est un politique. Mais de surcroît, il a un mandat politique. C'est-à-dire qu'il a les Congolais qui le regardent en train de gérer. Vous voulez qu'il puisse... approcher facilement comme ça Kabila, alors que c'est lui-même qui avait dit qu'il est derrière tout ce qui se passe. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Goma. Christian Lusakone a été attaqué ici. Il a failli même suivre nos amis qui sont à la CNC, parce qu'il avait dit qu'il y avait carnage à Goma. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'entrée, à la prise ou à l'occupation de Bukavu. Tout ce qu'il y a eu comme mort, comme... tout cela, c'est à la charge du chef de l'État. Et facilement aller rencontrer quelqu'un comme ça et discuter, on vous voit aujourd'hui. Quand on parle de Kabila, Kabila était ici, dans la coalition FCC Cash.
Vous avez vu ce que ce pays a connu. Ça n'a jamais été même prévu par la Constitution. Un Premier ministre qui répond à un chef de l'État, ça n'a jamais existé. Par qui? Par la voix d'un porte-parole. Est-ce qu'il n'y a plus de crise intense que celle qu'on a connue en 2020, 2019? Est-ce qu'ils allaient continuer comme ça? Et aujourd'hui, vous appelez un homme politique qui est au pouvoir de revivre encore cela. Moi, je pense que la question est plus que fondamentale. Moi, écoutez, surtout sur le plan de dialogue, moi, je ne trouve vraiment pas pourquoi on va dialoguer. Je répète ça. Mais si les chefs de l'État, si les chefs de l'État veulent faire sécurité, ça, pourtant en France, Macron a perdu aussi la majorité, mais il n'a pas organisé un dialogue. Aujourd'hui, parce qu'il est affirmé ici sur ce plateau, merci beaucoup, que Joseph Kabila est derrière tout ça. Mais il y a... sur ce plateau, c'est le président de la République qui l'avait affirmé. Justement. Si vraiment Joseph Kabila se sent qu'il est parti à cette crise qui notamment ravage l'Est de la RDC, mais qu'il se déclare ouvertement et discute à Doha, parce que c'est de là où tout se discute. Parce que le danger aujourd'hui pour l'opposition congolaise, c'est que cette crise n'est pas comme celle de 1996 qui a amené le président Kabila Laurent ici au pouvoir. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle rapidement que l'Est de l'Afrique, notamment Rwanda, Burundi, Ouganda, était un peu sous-traité par les États-Unis. Merci beaucoup. Mais cette fois-ci, il y a un peu une intelligence politique au niveau de Kinshasa qui a fait qu'il s'est octroyé États-Unis et M23 et les rebelles ne savent plus avancer. C'est ça tout le problème. Merci beaucoup. On termine l'émission avec vous, cher Gaëtan. Alors finalement, on va aller au dialogue. Les problèmes tantôt c'est Tshisekedi et Kabila. Et pour les pouvoirs en place, la Senko ne lui inspire pas confiance. Mais il se pose aussi un autre problème, celui du mandat du président de la République. Vous suivez déjà cette campagne qui est lancée, que le président n'a plus de mandat, mais il a plutôt une mission. Aller au dialogue et probablement partager le pouvoir n'est pas une occasion offerte à Félix Tshisekedi d'aller au-delà de 2028. Vous imaginez un peu Félix Tshisekedi, le président de la République, qui vient de signer un gros deal, parce qu'il faut du temps pour que ce deal soit mis en place, et il quitte sans pour autant l'avoir mis en œuvre. C'est difficile. Donc pour ceux qui pensent qu'il doit quand même faire quelque chose, pousser quand même cet accord de Washington, n'ont pas totalement tort. Oui, parce que qui est mieux placé que lui pour pouvoir bien réaliser ça? Mais non. S'il veut dialoguer, il peut avoir un dialogue ici à Kinshasa qui aura une façade d'inclusivité. Pourquoi? Parce que on a mis en prison, ou soit on a arrêté certains opposants, on a fait ça expressément, justement pour qu'ils soient... Pour justifier la décrispation politique. Pour le sorte au moment opportun. On a forcé les gens comme des Obaminaku, des Chadari, Dounia Kilanga. Donc tout est fait expressément, à dessein. Pour ne pas qu'on leur dise que non, parce que les dialogues, ça doit être nécessairement avec ceux qui sont dans l'Est, ceux qui ont pris les armes, etc. Non, il y a aussi des frustrés, mais ce sont des frustrés créés, qui se frottent les mains, qui attendent le moment opportun pour faire le dialogue. La guerre mondiale a débuté, pourquoi? Parce qu'avant ça, les causes, il y a eu la course à l'armement, il y a eu la formation des coalitions, et pour un petit rien, la guerre mondiale a éclaté. Aujourd'hui, on a les partis politiques qui sont comme des pays. Il y a une course à l'armement, il y a des coalitions qui se font. Et ça a des implications un peu partout. Les églises prennent position maintenant. Vous êtes musulman, vous devez dire, vous êtes du côté à gauche ou vous êtes à droite. Vous êtes Tshisekedi ou vous êtes neutre. Quand vous êtes neutre, donc vous n'êtes pas avec le pouvoir. Pourtant, il y a la nation qui existe. Il y a des questions essentielles sur lesquelles on devrait réfléchir, comme savoir, nous allons vers la transition énergétique. Est-ce que nous devons suivre cette orientation, cette marche mondiale, alors qu'on a nos minéraux importants qu'on n'a jamais exploités, et puis on va commencer à faire des choses comme est-ce qu'il faudrait le barrage d'Inga? Non. Cette fois, il faut qu'on ait un dialogue où l'on réfléchit sur les problèmes de la capitale de gouvernance. On fait un dialogue total, notamment pour mettre fin à la corruption. Un dialogue national entre les politiciens, pourquoi ça ne peut pas arriver? Pourquoi on ne peut pas les signer un accord en Corée du Sud pour qu'ils nous importent, ils nous amènent ici leur façon de faire? Merci beaucoup. D'aller faire un accord de Washington pour les investissements, alors que rien n'est préparé ici. Il y a la corruption qui pose un problème énorme, un problème de gouvernance également. Merci pour beaucoup. Moi, après ce dialogue, parce que c'est inévitable,
il faut qu'on fasse maintenant des vrais dialogues, des états généraux, des gouvernances, de la marche à suivre du pays, et que les partis politiques ne se disputent pas seulement le pouvoir, mais soient idéologiques aussi. Ce serait... Malheureusement, après les dialogues, on aura des acteurs politiques affamés qui viennent au pouvoir, qui vont chercher encore à pérenniser cette chers confrères d'avoir honoré. Affamés hier, qui sont venus justement, c'est ça le problème. Merci à vous, cher Gaëtan. Je rappelle que vous êtes des Télé 50. Merci à vous, Nonon Kourou. Comme Momani TV. Après ici, vous serez avec Yamboyo, je pense. non, il ne sera pas avec nous. Nous serons avec d'autres invités. Merci beaucoup à vous, cher fiston. Vous êtes aussi concerné par les... J'ai vu une affiche quelque part où le ministre national des ITP annonçait la tenue, je crois, des états généraux des infrastructures, dénommés Fatih Bati. Bon, les infrastructures, c'est national, hein, je crois que... La nation, c'est toutes les 26 provinces. Lui ne sait même pas nous construire des caniveaux, mais tout ce qu'il sait faire des états généraux. Acteurs politiques. Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Florine Randou. Merci. À qui d'autre? J'ai oublié quelqu'un. Le DG. Ah, ok. Il nous suit depuis sa ferme. Grand merci à lui aussi. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.